Bonjour David, Bonjour. merci d'être venu. Bon bah, pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter déjà David Koenig. Alors moi je suis un ch'ti. un ch'ti, d'accord. Je suis un ch'timi de Tourcoing exactement et je suis né il y a quelques années là-bas. Et voilà, donc je suis originaire de là-bas, mais aujourd'hui je vis sur Paris. Je suis comédien, chanteur depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, j'ai fait énormément de comédie musicale, D'accord. beaucoup d'opérettes, parce que j'ai la chance d'avoir une voix qui va dans les deux registres, donc voilà, donc dans le lyrique et dans le non lyrique. Et puis je fais beaucoup de théâtre aussi, voilà. Voilà. D'accord, très bien. Ouais. Est-ce que tu as suivi une formation pour être comédien? Ouais, oui, est-ce que bien ça, sûr. Bah, évidemment, comme tout le monde, j'ai voulu faire des écoles. La première qui venait à l'esprit, c'était évidemment Florent à l'époque, parce que on en parlait beaucoup. Mhm. Et François Florent était encore à l'époque dans l'école, donc voilà. Donc c'était quand même tout le monde parlait un petit peu d'usine, et puis bon, tout le monde me disait surtout ne va pas là, ne va pas là. Mais bon, je me disais c'est quand même sympa parce que il y a quand même du monde, ça brasse du monde. Donc au départ, je suis allé chez Michel Galabru. Ah oui. Parce qu'il a un cours, Michel Galabru. D'accord. Enfin, il n'est plus, mais il avait un cours. C'est son fils qui continue. Mais il avait un cours, et donc c'est une copine à moi qui m'a dit si tu veux faire du théâtre, il faut que tu ailles chez lui. Je lui ai dit ouais, ok. Ça m'a pris comme ça d'un coup. Hein. Je suis arrivé sur Paris, on m'a dit tiens. T'y vas, et puis... Voilà, je suis allé chez Michel Galabru, j'ai vu un peu le truc. Michel Galabru, il venait pas parce qu'il tournait en permanence, donc il était jamais là. Donc c'était son fils et sa belle-fille qui faisaient les cours. Donc voilà, et je suis resté un mois. J'ai enchaîné avec François Florent, enfin les cours Florent, et puis au cours Florent, j'ai commencé à faire du théâtre vraiment, faire plein de choses très différentes. Ce qui est sympa, c'est qu'on ne se cantonne pas au théâtre. Se cantonne, il y a plein de choses autour. Donc voilà, c'était très sympa. Et puis, en faisant cette école, on me dit non, t'as une belle voix, tu devrais peut-être chanter. Je souris, je fais. C'est vrai que l'idée m'avait traversé l'esprit depuis un moment, et puis je dis ouais, pourquoi pas. Et là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Là, au centre de danse du Marais, c'est Pierre-Yves Duchesne, que beaucoup de monde connaît, parce que il a ouvert son école, mais l'année d'après seulement. Moi, au départ, quand je suis arrivé, c'était encore un prof, pas non plus hyper connu. Et je faisais mes stages. Donc j'ai fait des stages avec lui, de comédie musicale, en même temps que je faisais Florent. D'accord. Et je bossais aussi. Oui, donc ça parce que bon, à l'époque, j'étais pas encore intermittent, il fallait vivre quoi. Puis j'étais tout seul, hein. Oui. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, un petit peu, à toucher au théâtre, un peu à ça, mais en pas du tout le cinéma. Je voulais, mais il s'avère que voilà. Les occasions faisaient que c'était théâtre et théâtre musical, point. Il n'y avait rien de plus. Donc voilà, donc je me suis un peu cantonné qu'à ça, pendant toutes ces années. Et puis j'ai continué à prendre des cours de théâtre, en dehors aussi. J'ai essayé d'avoir un coach, mais c'était compliqué. Et puis je pense aussi que surtout, c'est l'expérience qui fait aussi ce qu'on est. Oui, ce qu'on est à la fin, le résultat final, c'est aussi l'accumulation d'expériences et de choses. Évidemment, on a toujours besoin d'apprendre. On a toujours besoin de se remettre en question et tout ça, mais bon voilà. Mais il y a un moment donné, on arrive à un certain niveau où on se dit, voilà, je pense être capable de faire autre chose. Voilà. Et donc voilà, je suis arrivé devant la caméra avec des yeux de jeunes vierges, dirons-nous, parce que je connaissais pas du tout, et j'ai fait un stage. C'était au moment où on avait déjà bien démarré Purgatoire. D'accord. Oui, donc j'ai eu un avant et un après. Ça se voit peut-être un peu d'ailleurs au niveau de la caméra, parce que du coup on voit un peu l'évolution du personnage. On voit que avant, j'essaye de faire quelque chose, j'essaye de composer, j'essaye de faire un truc.
qui est très théâtral. Oui. Bon, c'est ce que voulaient aussi les créateurs, enfin ce que voulaient Guillaume et Charlie. Ils adoraient ce personnage un peu plus grand que nature, voilà. Un peu pompeux, donc ils aimaient bien mon côté théâtral, et donc ils m'ont proposé ce rôle-là, voilà. Et derrière, j'ai fait mon stage de caméra, et évidemment, je suis revenu, j'ai fait, bon les gars, ça va pas du tout, quoi. Demandez de faire un truc théâtral, mais moi, c'est pas ce qu'on m'a dit, quoi. On m'a dit qu'il fallait que je parle déjà beaucoup moins fort, qu'il fallait que j'arrête de faire... que je commande tout avec le visage, parce qu'on voyait tout, qu'il fallait que je sois beaucoup plus sobre, que je fasse rien, quoi, en gros. Ouais, mais quand même, continue, parce que c'est le personnage, tout ça. Donc j'ai un petit peu fait un peu moins, j'ai continué quand même le personnage, mais j'ai fait un peu moins. J'ai un peu retenu les chevaux. Je jouais un peu moins. Oui, un peu moins voilà. expressif. Voilà, j'étais un peu plus posé. Quoi. Voilà. Purgatoire, en fait, ça a été ta première expérience ouais, face caméra. Alors, c'est-à-dire que comme beaucoup de monde, j'ai fait de la figure, mais la figuration, j'appelle pas ça. Non, c'est pas c'est pas de l'expérience caméra. C'est la figuration. T'es là, t'attends 3 heures dans le froid pour juste passer derrière quelqu'un. C'est ça. C'est super. Effectivement, Purgatoire était ma première vraie expérience. Alors j'en avais une autre aussi en même temps, c'était un 48 heures ici à Paris, il y a 2 ans, où j'ai un copain qui m'appelle et il me dit bon, on va faire un truc 48 heures, est-ce que ça te dit? T'es sûr, j'ai jamais fait de caméra, machin, tout ça. Si, tu vas voir, c'est pour toi, machin, tout ça. Ok. Je suis arrivé là, j'étais comme ça. Et il me donne évidemment le rôle le plus bavard. J'avais 2 heures pour apprendre le texte. Oui. Et à un moment donné, j'ai dit, je suis pas non plus Houdini, hein, je vais pas faire un tour de magie là. Donc ça se voit un peu à la caméra, mais en gros je jouais un psychiatre et donc j'avais le texte sur mes genoux, et puis de temps en temps je faisais alors Superman. Donc je lisais mon texte en même temps. Et voilà, on a des trucs. Et au fur et à mesure, sur Purgatoire, j'ai fini par avoir une espèce de confiance, d'autonomie. Je finissais par arriver en apprenant le texte 2 jours avant, et j'arrivais le jour même, et ça sortait tout seul. C'était fluide. Et le lendemain, c'était fini, j'avais plus rien du texte. Tout était effacé. J'ai une mémoire immédiate... c'est assez surprenant, c'est-à-dire que je vais apprendre le truc pour la journée même, je vais lire le texte, je vais dire le texte, paf, je le sors, et le lendemain c'est fini. Donc Purgatoire est un peu, je dirais ça m'a ouvert les yeux. Par rapport à Martel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il est un peu complexe, parce qu'en même temps, on a l'impression de lire un livre ouvert, si tu veux. Il est un peu, c'est un peu facile. Finalement, quand tu le vois, tu te dis ouais, bon, voilà, c'est une grande gueule, voilà, c'est le méchant de base. Il aime bien un petit peu, il est un peu pédant, il est un peu genre je sais tout, j'ai une avance sur tout le monde et sur tout. Et en même temps, il y a un côté un peu sombre de Martel, c'est on sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas trop ce qui s'est passé. Pourquoi il a cette relation avec Gloria et avec aussi Simon. On se dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il lui en veut autant? Donc Martel, il est un petit peu ambigu. Il est très théâtral, et en même temps, il a un côté, on se dit, oh putain, il a un truc derrière la tête. Il a forcément quelque chose derrière la tête. Il y a cette espèce de grande confiance qu'il a. J'aime bien jouer, ce côté très... De toute façon, vous n'êtes que des merdes. Voilà, un peu, vous êtes que des sous-fifres, que j'aime bien jouer. Finalement, il est un peu Jekyll et Hyde, quoi. Il est un peu... On sent que par moment, il peut vriller, quoi. Il peut devenir complètement fou. Ça sent de toute façon déjà. Voilà. Il est pas bien, hein. Il est pas bien dans sa tête. On sent qu'il est pas bien dans sa tête. Le mec, il est resté enfermé dans une boule. Pendant 100 ans. Si tu restes enfermé quelque part pendant des années, tu vois par exemple le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, il le décrit très bien, hein, le mec qui devient complètement fou et qui n'a qu'une obsession, c'est quand il sort, il veut se venger. Finalement, Martel, c'est un peu ça. C'est un peu la même chose. C'est un peu Monte Cristo. Est-ce que t'as un personnage
peut-être en dehors du tien, ou même Martel, qui t'intrigue plus, qui t'a marqué, auquel tu t'es attaché plus? Moi, ce que j'aime là, c'est l'évolution des personnages. On sent que tout le monde a pris confiance en soi, on sent que tout le monde a trouvé son personnage, et que du coup, ça évolue, et ça a évolué dans le bon sens. C'est-à-dire que ça, on commence à de plus en plus être vraiment dans le truc. Le mot-clé de cette histoire, c'est les gens qui te font travailler, Guillaume, Charlie, enfin voilà. Ils disent toujours à tous les acteurs, c'est super ce que tu fais, voilà. On va aller plus loin, on va continuer ce personnage, on va aller plus loin. Ne semblant de rien, petit mot de confiance comme ça, où on te dit c'est bien ce que tu fais, continue. Ça te permet de te dire ok, on est là, je vais le mettre là. Et à chaque fois d'aller plus loin, et de toujours évoluer, de toujours essayer d'aller plus loin dans le jeu, toujours sans oublier le personnage, évidemment. J'aime beaucoup ce qu'a amené Alex sur Simon. Je trouve très intéressant. Et le côté lunettes de soleil en permanence, c'est pas évident à jouer. Très difficile. C'est très difficile. Récemment, je lisais l'interview de celui qui a joué Deadpool, qui disait il a le masque tout le long du film. Vas-y, pour exprimer quelque chose. Il faut y arriver, hein. De pas avoir de visage, finalement. De pas avoir de bouche, de rien. Pas d'expression d'œil. C'est surtout au moins au niveau de la voix, quoi. Et du coup, il faut travailler. Le personnage, physiquement, vocalement, il faut qu'il y ait quelque chose. Et là, il a réussi à le faire exister. Là, il arrive à le faire exister. En face, t'as Guillaume qui joue Sam, qui est touchant. Qui est touchant presque dans ses maladresses, finalement. Il est un peu maladroit. C'est un personnage un peu maladroit. Finalement, c'est un peu Guillaume, finalement. C'est un peu un mélange de Guillaume, de ces facettes de Guillaume. C'est un peu Guillaume. Quand je le vois, j'ai l'impression de voir Guillaume. Qui de temps en temps s'énerve. Mais c'est Guillaume. Je crois qu'il a beaucoup évolué aussi, lui, et voilà. Après, les autres personnages, moi j'ai beaucoup moins joué avec eux. Oui, donc t'as moins de... J'ai vu, évidemment, les épisodes, et j'ai vu ce qu'ils faisaient, et il y a plein de choses qui s'installent, et j'aime beaucoup. Petites histoires entre personnages, par exemple, entre Al et Cell, là, une espèce de complicité en même temps, ils se détestent, mais bon, ils peuvent pas faire autrement de travailler ensemble, donc voilà. Côté très mystérieux d'Océane aussi, qui arrive dans la série, où tu te dis, bon, qu'est-ce qu'elle va faire dans cette histoire, comment... On la voit à peine à un moment donné, dans un couloir avec Sam, on se dit, bon, voilà. J'aime bien, parce que du coup, il y a des petits moments comme ça, on se dit... Il va y avoir quelque chose. On a envie de voir la suite, du coup. On a envie de se dire, bon, il va se passer quoi derrière? Voilà. Et je trouve que même dans l'écriture, ça a évolué beaucoup. On arrive à quand même, malgré tout, avoir un niveau qui touche le professionnel. On se dit, putain, on commence à trouver des trucs, je dis, waouh. Il y a des scènes, tu te dis, ouais, ça pourrait passer très bien à la télé, ou sur grand écran. C'est mon avis, hein. Et encore une fois, il n'y a rien de péjoratif. Parce que les gens ils vont me dire, tu parles professionnel, semi-professionnel. Mais on parle de ça. On parle de professionnel, semi-professionnel. Il y a, hein. Je ne parlerai pas d'amateurs. Il y a beaucoup d'amateurs, et voilà. Et c'est très bien ce qu'ils font. Après, voilà. Mais moi, je considère ce travail comme du semi-professionnel. Parce qu'on n'est pas... on n'est pas dans la cour des grands, finalement. Hein. Donc, voilà. On aimerait donner beaucoup plus de temps à ce genre de projet et vraiment aller plus loin, mais voilà. Les gens en veulent pour l'argent, même si à la base ils payent pas pour le truc. Ouais. C'est quand même un programme gratuit. Ce que je trouve parfois frustrant à mon égard, parce que c'est vrai que c'est quand même notre métier. Oui. Malgré tout, on est quand même comédien. Et parfois on aimerait être payé pour ce qu'on fait.
Mais voilà, on a aussi l'amour de notre métier. Si on fait ça aussi, c'est parce qu'on aime. Après, c'est vrai, comme tu disais, c'était un peu ma première expérience. Et je lâche pas parce que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de faire évoluer le personnage. Même si aujourd'hui je me dis que j'aurais envie d'avoir des trucs payés, tu vois, d'avoir des premiers plans, de faire de rêver, de cinéma français, américain, Oula, attention. de jouer dans Game of Thrones, de jouer dans... Le mec il en veut plus. C'est des choses qui font rêver. Tu vois des séries américaines où ça continue encore et encore et encore et il y a un niveau là-dessus. Alors évidemment ils ont des moyens, ils ont des moyens. Mais tu vois ça, tu rêves, tu te dis putain, j'aimerais bien avoir ça en France quand même, un de ces quatre. Ça serait bien, ouais. Avoir des personnages comme ça récurrents, super bien écrits. Je navigue entre du fantastique, de l'horreur, et puis des trucs un peu bluettes, comme ça, un peu bleuettes. Et j'aime bien regarder plein de choses très différentes comme ça. Donc voilà, donc Purgatoire pour moi, ça doit évoluer dans ce sens-là. Ça doit devenir un truc où tu te dis, ouais, putain, les moyens quoi. Même s'il n'y a pas les moyens, on doit les voir. Est-ce que Purgatoire t'a apporté des choses? Voilà. En 2 ans, est-ce que t'as retenu des bonnes et des mauvaises choses? Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à toujours venir jouer, parce que c'est une équipe très agréable aussi. Ils sont tous sympas, il n'y a pas de prise de tête quoi. Hein, tout se fait dans la bonne entente, dans la bonne humeur, rapidement, en règle générale. Ils sont toujours soucieux de notre confort, de notre bien-être. Il m'est arrivé quand même une fois de jouer sur Paris et de faire en même temps le tournage de Purgatoire, donc c'est-à-dire de faire des allers-retours. Ça m'est arrivé. D'accord. Donc ça peut se voir peut-être à l'écran, où effectivement je fais une prise, je suis vachement en forme, puis je reviens, je suis beaucoup moins en forme, mais je continue la scène. Et voilà. J'ai de très bons souvenirs parce que il paraît que j'ai beaucoup d'humour. M'a-t-on dit. Je suis quelqu'un de très drôle en dehors des prises. Et que d'ailleurs j'ai un petit... j'ai toujours un petit truc avec les comédiens qui jouent avec moi, c'est que ils ont beaucoup de mal à rester sérieux. Parce que souvent j'ai des conneries juste avant de jouer, juste avant de tourner. J'en dis derrière. Et pourtant moi du coup derrière je reste hyper sérieux dans mon personnage. Voilà. Et eux des fois du coup quand on tourne ils ont du mal à... je pense notamment à Camille et Laure. Et Laure, la fameuse scène aussi où je suis à poil et qui a été très sympa à tourner parce que évidemment tout le monde s'est dit mon Dieu mais il se met carrément à poil, mais vraiment à poil. Oui on se met à poil. Tu vois, on n'est pas payé mais on se met à poil. Et on a ri et je pense que c'est un des meilleurs making of, enfin un des meilleurs bêtisiers qu'il y a eu de la série, c'est ce jour-là. Parce qu'il y a eu énormément de blagues, enfin voilà. Moi j'avais quand même un peu froid, je me sentais pas très à l'aise, parce que bon voilà, à partir d'un certain âge on se dit qu'on a toujours l'impression de se sentir un peu gros, un peu pas bien dans son corps. Et donc on n'est pas très fan de tourner nu, on se dit bon, qu'est-ce que ça va donner, bon, voilà. Et puis au final tu vois les images et tu vois quand même un peu de graisse bouger à un moment donné, puisque je tape sur ma cuisse et on voit que ça tremble et tu te dis oh là là mon Dieu. Voilà. Spécial dédicace à Guillaume et Cyril qui ont, je pense, eu énormément de plaisir à tourner cette scène, qui ont eu surtout beaucoup de mal à la tourner. Les deux là. Finalement c'est les filles qui s'en sont le mieux sorties. Il faut jouer un mec à poil dans une rue, je le ferai. Y a pas de problème. Je peux comprendre qu'une femme ait plus de réserve par rapport à ça. Parce que c'est plus compliqué. La nudité féminine est un peu plus difficile à aborder. Parce que c'est vrai que t'as souvent, dans des films, dans des séries, c'est un petit peu gratuit. Hein, on monte du cul pour monter du cul. Bon bref. Alors que chez les hommes, on les voit moins souvent à poil, mais c'est souvent beaucoup plus pour... beaucoup plus lié à l'histoire. Hein. Là, l'histoire, c'est quand même le mec qui est resté dans sa boule toutes ces années,
clairement, on peut s'imaginer qu'il est à poil dans sa boule et que ça fait des années qu'il est tranquille, nu, et que d'un seul coup il se retrouve dehors, mais il a oublié. Qu'il était nu. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il est nu qu'il a oublié qu'il était nu. Mais par contre, ceux qui sont en face, il y a juste un petit souci. Quoi. On va peut-être s'habiller. Il y avait aussi cette magnifique cicatrice là. Voilà. Vous en saurez plus peut-être un jour par rapport à cette marque. Je sais pas si les gens ont remarqué d'ailleurs que c'est la marque là, que c'est la même marque là. Voilà. On a tourné d'abord avec le caleçon. À un moment donné, bon, alors Charlie dit attention, il va enlever son caleçon, parce qu'on le dit, voilà, on prépare les gens. On était quand même quelques-uns dans la pièce, hein. Il y avait les 4 comédiens, il y avait Charlie, il y avait Xavier Osson, évidemment, il y avait, je sais plus, je crois qu'il y avait encore d'autres personnes qui étaient là, il y avait encore une autre personne. Alors on était quelques-uns. Donc voilà, alors vas-y, va te dessaper, va te mettre nu devant des gens comme ça. Bon voilà. Et donc voilà, bah, ça s'est très bien passé. L'épisode 14, pour moi, était un peu... j'avais l'impression de faire un film, là. Oui, bah, j'étais pratiquement tout le long de l'épisode. J'étais là. Donc j'étais très présent à l'image et donc j'ai beaucoup tourné pendant ce week-end-là. Et j'ai tourné, je crois, 3-4 jours d'affilée. Il faisait très froid. Il faisait très froid. Après, il faisait très beau quand on a tourné là, au espèce de château là. On a tourné pas mal de scènes et tout ça. Un grand moment sur le piano. C'est toi qui jouais vraiment? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très mauvais au piano. Je suis pas du tout pianiste. Je fais de la guitare. Je suis pas pianiste. Je faisais semblant de jouer. On se disait que c'était bien pour le personnage, le côté très classique. Oui, très. Il lit Frankenstein. Alors, je sais pas si les gens ont vu d'ailleurs que j'avais Frankenstein dans la main, quand je lis à un moment donné, que je joue du piano, que je suis là, je vais me balader dans la forêt, que je suis bucolique, avec la petite musique. Je trouvais ça très drôle. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets à côté justement maintenant? Donc là c'est sympa, dernièrement j'ai fait un court-métrage avec des élèves d'une école, donc l'ESSEC. D'accord. Une école de cinéma. C'était très sympa comme expérience. C'est un peu auteur, à mes heures perdues. Donc j'ai écrit déjà des pièces, tout ça, enfin voilà, et j'essaye de monter des pièces aussi d'ailleurs. Donc j'écris. Là dernièrement j'ai des idées pour des courts-métrages, j'aimerais beaucoup aussi créer ma web-série. J'aimerais beaucoup faire une série. J'aimerais beaucoup faire une série. Donc je suis un peu... voilà, j'aimerais bien faire ça. Et évidemment, à côté de ça, je continue le théâtre et le théâtre musical parce que moi j'ai une compagnie déjà à la base, que j'ai créée avec ma femme, la compagnie Elixir Enchanté. Et on a fait énormément d'opérettes ces dernières années. Et là, la dernière, on est carrément allé au Festival d'Avignon. On en crée une nouvelle à la rentrée parce que du coup, on essaye de créer une espèce d'économie de marché avec nos spectacles. Il faut bien, ouais. Une nouvelle opérette. Moi, j'essaye aussi de faire beaucoup plus de théâtre. Parce que j'adore chanter, mais il y a un moment donné, j'aimerais aussi jouer. Juste jouer. J'aimerais beaucoup écrire un spectacle où je serai seul sur scène. Mais voilà, j'ai pas envie de faire ça n'importe comment. J'ai envie de faire ça bien. Mais télévisuel, j'aimerais aussi que ça avance un petit peu. Voilà. Un petit mot pour la fin? Je ne sais pas. C'est un peu la première fois que Martel finalement reste sans voix. Eh ben c'est bien, une première fois à tout. Voilà. Pas envie que ça dure. Bah écoute, merci en tout cas, David. Je t'en prie. Et puis bah une prochaine. Hein. Merci pour l'interview. Je t'en prie. Ciao. Il m'énerve. Déjà? Mais oui, tout pareil.